L'immobilier au Bénin est un sujet très important dans la mesure où il recouvre tous les aspects de notre vie. L'immobilier, c'est d'abord économique, c'est social, c'est culturel, c'est politique et j'en oublie. Économique parce que l'achat et la vente des immeubles est une activité autour de laquelle gravitent beaucoup d'individus. Donc, c'est une activité économique. Ensuite, c'est une activité à caractère social parce que chaque Béninois, comme vous le savez bien, rêve d'avoir sa maison. Et puis, sur le plan politique, c'est également une activité très importante dès lors que les manières, les moyens que les gens utilisent pour acquérir les domaines obligent l'autorité politique à examiner la question de près au point où, compte tenu de l'anarchie qui règne dans ce domaine, l'État a dû mettre en place un code de foncier, du domanial pour éviter, pour canaliser la situation et éviter autant que possible les nombreux dérapages qui s'observent dans le domaine. En gros, le foncier occupe et préoccupe tous les Béninois en général et c'est pour cela que l'État n'est pas resté indifférent à cette problématique-là. Jusqu'à une date récente, la transaction foncière la plus utilisée, la plus usitée est la convention de vente. J'ai un terrain que je veux vendre et il y a un monsieur qui veut l'acheter. Nous nous mettons ensemble, je lui indique le terrain, il le voit, ça lui plaît et je lui donne le prix, il veut l'acheter. Eh bien, nous nous asseyons, je lui signe une convention, dite convention de vente. Et sur cette convention, je suis le vendeur et lui, il est l'acquéreur. Chacun de nous dépose sa signature avec les signatures des témoins parce que les témoins pourront plus tard justifier l'acquisition effective du domaine par l'acquéreur, etc. Donc, c'est cette convention que l'on portait à la connaissance de l'autorité administrative qui en prenait acte, il l'enregistrait dans ses archives et c'est cette convention que l'autorité présente au géomètre lorsque le moment vient et où on veut moderniser les lieux par le lotissement et le recasement, etc. Pendant longtemps, cette convention est restée un document fiable, mais avec le temps et avec l'envie des uns et des autres, c'était une question d'offre et de demande, l'envie des uns et des autres d'avoir leur domaine et les propriétaires d'avoir beaucoup d'argent, eh bien, nous nous sommes retrouvés en face d'une situation d'escroquerie. C'est-à-dire que généralement, les vendeurs ne sont plus très honnêtes par rapport à la vente, de telle façon que la convention a perdu un peu son caractère fiable. En dehors de la convention de vente, eh bien, il y a également le permis d'habiter que l'on peut acquérir, évidemment, après avoir acquis le domaine et après avoir rempli un certain nombre de formalités administratives. Aujourd'hui, par rapport à toutes les difficultés que l'on rencontre dans l'acquisition d'un domaine, eh bien, l'État a mis fin pratiquement à l'utilisation de la convention de vente et exige que seuls les domaines titulaires d'un titre foncier peuvent faire l'objet de transactions. Donc voilà la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas du gain à transformer l'acquisition des immeubles en affaires. Et quand je parle d'affaires, je parle de quelque chose qui est louche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je donnerai rapidement quelques exemples. Un propriétaire, il vous vend son terrain. Vous êtes d'accord sur un prix, la transaction a eu lieu. Au bout de 2, 3 ou 4 ans, il revient pour vous dire que le domaine qu'il vous avait vendu, eh bien, le prix n'était pas conforme et que maintenant, il faudrait que vous augmentiez un peu. Sinon, il va le vendre à un autre parce qu'il y a un autre acquéreur qui veut le même domaine et il négocie auprès du même propriétaire qui est prêt à remettre en cause ce dont vous aviez initialement convenu. Donc, il y a ça. C'était le propriétaire lui-même qui devient un escroc. Après, le propriétaire est déjà décédé, eh bien, ce sont ses enfants qui remettent en cause la vente opérée par leur père. Certains disent non, qu'eux, ils n'ont pas signé la convention en tant que témoin, alors qu'ils n'étaient même pas majeurs au moment des faits. Chacun y va avec son histoire de manière à remettre en cause la vente et à obliger l'acquéreur à racheter, n'est-ce pas, le domaine qu'il avait régulièrement
acheter. Il y a des gens qui accaparent les domaines d'autrui. C'est-à-dire que sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des individus qui sont très habiles, ils parcourent les zones et ils connaissent plus ou moins les domaines qui ont quelques difficultés, enfin, les domaines plus ou moins abandonnés, ils les accaparent et naturellement, ils les vendent. Alors, ces ventes-là sont d'autant plus irrégulières que celui qui vous a vendu ce domaine n'en est pas le propriétaire. Le résultat, c'est qu'un jour, le propriétaire original surgit et quand il surgit, eh bien, il remet en cause votre présomption de propriété et vous vous retrouvez naturellement devant le juge pour débattre. Et généralement, quand le propriétaire initialement floué donne les preuves concrète de son droit de propriété, eh bien, le présumé propriétaire qui était sur le domaine, il perd le procès et il s'ensuit, n'est-ce pas, la casse de ses installations s'il en avait fait. Par rapport à tous ces déconvenus que l'État a mis en place quand même un code qui permet, dans tous les cas, à toute la mesure du possible, je dirais, de régler les conflits qui surviennent entre les acquéreurs et les propriétaires. Il y a également d'autres cas de fraude dans l'acquisition du foncier. Il y a des gens, ils accaparent, ils achètent frauduleusement le domaine d'autrui. Comme ils le savent, eh bien, ils courent pour aller prendre un titre foncier. Et comme on dit que le titre foncier est inattaquable, ils pensent que personne ne peut venir troubler leur quiétude sur le domaine qu'ils ont frauduleusement acquis. Mais il se fait malheureusement que certains individus acquièrent un titre foncier sur un titre foncier déjà existant depuis des années. J'ai vu des gens qui ont acquis des titres fonciers en 1980 sur un domaine nanti d'un titre foncier de 1936. Alors, ici, il y a lieu de se demander comment le conservateur, les archives des conservateurs du foncier, a pu délivrer un titre foncier sur un autre titre foncier. Ces irrégularités sont très nombreuses, surtout dans le domaine de Calavi, où tout le monde veut avoir son lopin de terrain. Et ainsi donc, les gens marchent, les gens font feu de tout bois, n'est-ce pas, pour s'installer. Et comme vous le savez bien, depuis, il y a eu des occupations anarchiques, même du domaine public, si bien que cela n'a pas manqué d'envoyer certaines autorités en prison. La situation est toujours là et vous verrez Calavi des panneaux devant des maisons et ces panneaux-là indiquent qu'il s'agit bien de domaine public. Ce sont autant de problèmes qui compromettent, n'est-ce pas, l'acquisition de biens immobiliers dans notre pays. Oui, je pense qu'il s'agit un peu de mettre l'accent sur le rôle des géomètres. Alors là, vraiment, sur le domaine de Calavi, la commune de Calavi, la plupart des géomètres qui ont été commis aux travaux de modernisation de cette localité, ils se sont servis et en se servant, n'est-ce pas, ils ont manqué de servir l'État. Vous savez, par exemple, le géomètre, il fait le travail, vous croyez qu'il a bien fait, mais le même lopin de terrain, il a attribué à 2 ou 3 ou 4 personnes qui vont sur le terrain se battre. Il y a d'autres cas. Le géomètre lui-même devient vendeur, ce qui est incompatible avec son métier. Et il faut le dire, si les autorités administratives se sont retrouvées derrière les barreaux, c'est parce qu'elles ont été complices de tout cela. Parce que vous allez voir dans les registres parfois quelqu'un qui n'est pas propriétaire, mais il a son nom sur le registre. Cela existe. Vous allez trouver sur même des titres fonciers des individus qui sont propriétaires à l'insu même des propriétaires des dits domaines. Vous ne savez pas d'où ils viennent et vous êtes obligé, n'est-ce pas, de les interpeller et à la limite d'aller les assigner en justice. L'arsenal juridique mis en place par des gouvernements successifs est un outil précieux de travail qui contient beaucoup de textes qu'il importe de connaître. Je vous montre le document, le voilà. Vous avez vu le document, le voilà. Et pour en arriver à celui-ci, il y a eu un premier qui a été édité. Celui-ci, c'est la nouvelle version, pour ainsi dire. Et c'est la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Alors donc, cette loi a été promulguée et est en vigueur. Elle a été complétée par la loi numéro 2017-15 du 10 août 2017 qui complète ces dispositions. Il y a également
également d'autres dispositions qui ont été également mises en place, notamment la création de la Cour spéciale des affaires foncières qui est actuellement en pleine activité pour régler presque tous les litiges domaniaux surgis, n'est-ce pas, à la suite des indélicatesses que nous avions notées tout à l'heure, indélicatesse du géomètre, indélicatesse du vendeur, indélicatesse de l'acquéreur, indélicatesse aussi du pouvoir de l'autorité administrative, que ce soit au niveau de la mairie ou même au niveau, n'est-ce pas, du domaine. Le service des domaines ou la direction des domaines a été remplacé par l'ANTF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui s'occupe actuellement de cela. Les dispositions de ce document-là, contenues dans les lois ici, nous évitent les tracasseries inutiles. Il va falloir donc que les uns et les autres, acquéreurs comme vendeurs, s'approprient les dispositions de la loi pour que chacun sache où il met les pieds. Il faudra également que les géomètres désormais fassent leur travail correctement, mais tout cela est entre les mains du notaire. C'est le notaire qui a le dernier mot, c'est le notaire qui assiste aussi bien le vendeur que l'acquéreur, de telle façon que, en principe, une vente qui a été opérée devant le notaire ne peut souffrir d'aucune irrégularité ultérieure. C'est ainsi que les choses se présentent. Donc, nous allons espérer qu'à partir de maintenant, chacun va s'imprégner correctement le test de manière à nous éviter les pertes d'argent et les pertes de temps. Comme je l'avais dit, l'immobilier est un secteur porteur. Et en tant que tel, il est tout à fait normal qu'il réunisse autour de lui un nombre important de personnes qui veulent, n'est-ce pas, profiter de cette activité-là. D'où la présence des démarcheurs. Les démarcheurs sont les premières personnes que nous avons connues et qui se sont présentées à nous pour nous aider à acquérir un domaine, pour nous aider à trouver une maison de location, etc. Et ils sont sur le terrain et ils sont nombreux et ils savent où se trouvent les opportunités et ils servent d'intermédiaires aussi bien entre le vendeur que l'acquéreur. Donc ils font un travail qu'il faut apprécier à sa juste mesure. Mais la plupart de ces démarcheurs sont des gens qui ne sont pas instruits et qui sont généralement poussés par le gain de l'argent, et à partir de ce moment, ils n'ont pas suffisamment d'outils pour faire le travail correctement. Et à côté d'eux sont nés depuis quelques années des agences immobilières. Les agences immobilières sont en quelque sorte une structuration des démarcheurs, et les agences immobilières ont une organisation qui leur permet, n'est-ce pas, de travailler aussi bien avec le vendeur, le client, qu'avec l'État, parce qu'ils sont reconnus plus ou moins et ils payent l'impôt, tout ça. Je crois que c'est un secteur qu'il faut organiser et moderniser. Il faudrait bien que les démarcheurs, s'ils doivent continuer par exister, qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir travailler en groupe pour être davantage solides, pour être plus forts. Maintenant, les agents immobiliers qui sont déjà constitués, je crois que si nous avons un conseil à leur donner, c'est de leur demander de se former dans l'immobilier pour en maîtriser tous les détours. Parce qu'il y a tellement de choses à connaître avant de se prévaloir d'être un démarcheur ou un agent immobilier. Il y a tellement de choses à connaître. Et quand vous ne connaissez pas ces choses-là, vous allez faire un travail approximatif qui naturellement ne donnera pas satisfaction à votre client. Et bien évidemment, d'autres clients qui sauront que vous n'êtes pas très professionnel n'iront pas vers vous. Et la première chose que tous ces gens-là, qu'il s'agisse des démarcheurs ou des agents immobiliers constitués, la première chose que moi je leur recommande, c'est ce document-là. Il faut que chacun ait ce document dans son bureau pour pouvoir le consulter, parce qu'il contient tous les aspects relatifs au foncier dans notre pays. Donc il faudrait que chacun fasse l'effort d'acquérir ce document pour pouvoir le maîtriser et pouvoir travailler correctement avec les clients. Donc c'est cela. Ensuite, les agences immobilières il faut qu'ils se forment. Il faut que les responsables se forment sérieusement de manière à pouvoir s'exprimer correctement par rapport à leurs activités. Il faudrait également, et je crois qu'ils le font, il faudrait également que les agences immobilières aient des collaborateurs, à savoir les géomètres, les huissiers de justice, les notaires et même les avocats. Il faudrait que les agents immobiliers aient tout cet arsenal juridique pour leur servir, n'est-ce pas, de béquille, pour ainsi dire, en cas de difficulté juridique.
Et ainsi, l'agence immobilière qui fait cette activité sera en sécurité, les vendeurs de terrains, d'immeubles seront en sécurité et les acquéreurs également. Nous pouvons nous appuyer sur les agences immobilières dès lors que nous sommes convaincus de la qualité de leurs prestations. En fait, la formation en tant que telle est une affaire d'opportunité. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un système éducatif dynamique ou dans un pays où on parle de placement des jeunes à la fin de leur formation, aussi bien les promoteurs d'établissements, les promoteurs privés, que l'État doivent être à l'affût des innovations professionnelles. Quels sont les nouveaux métiers qui apparaissent et quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour former les gens dans ces métiers-là, pour leur donner, n'est-ce pas, la chance d'avoir une activité professionnelle lucrative. C'est dans ce sens, n'est-ce pas, que aussi bien les promoteurs d'établissements privés que l'État devraient chercher à voir comment insérer cette formation nouvelle, n'est-ce pas, dans les offres pour que sur le terrain, premièrement, les agents qui existent déjà et qui fonctionnent soient performants. Deuxièmement, que l'on puisse, n'est-ce pas, voir comment un jeune titulaire du baccalauréat qui veut entrer à l'université, s'il choisit de se former dans l'immobilier, vous voyez vous-même à quel rythme les gens s'installent. Il suffit de voir du côté de Porto-Novo, à partir de Blanc-Gandan jusqu'à Porto-Novo, là-bas, de part et d'autre de la route inter-État. Vous voyez comment les gens prennent d'assaut tous les espaces qui paraissent vides. Et quand vous allez du côté de Calavi, la question ne se pose même pas. Et si vous prenez la route de Ouidah, c'est la même chose. Partout, les gens sont très soucieux d'avoir leur chez, partout les gens s'installent à une vitesse effroyable et dans des conditions qui ne sont pas toujours très agréables. Alors je crois que par rapport à cela, la première disposition concerne l'État. Il ne faudrait pas que notre État constate que les gens sont déjà installés. Moi j'ai vu ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire, où j'ai débarqué une nuit et de l'aéroport à l'endroit où j'allais être logé, il y avait une grande distance quand même et de part et d'autre de la route, il y avait de la lumière dans des espaces inhabités, inoccupés, mais de la lumière à perte de vue. Les lampadaires sont installés. Alors j'ai demandé à notre hôte, mais qu'est-ce que c'est cela? Il dit non, que ce sont les futures zones de résidence. L'État a déjà pris le devant, a déjà loti ces zones-là, a mis l'électricité, a mis l'eau courante et n'attend que les acquéreurs éventuels. Lorsque c'est comme ça que vous voulez acheter un domaine, une propriété, vous vous adressez à l'État. On m'a expliqué que les domaines concernés n'appartiennent pas à l'État. L'État a fait ce travail, quitte à recevoir chez lui les différents propriétaires et à discuter avec eux de la cession de ces domaines-là. J'ai fait le travail, il m'a coûté tant, vous avez tant d'hectares, vous bénéficierez de tant de carrés que vous pouvez vendre et moi-même pour le travail que j'ai fait et pour les occupations ultérieures, l'extension de la ville, eh bien je prends tant. Il y a un accord, une entente entre les propriétaires et l'État et le travail se fait. C'est cela que nous allons peut-être solliciter auprès de notre État, de rester en symbiose avec les propriétaires terriens et de manière à anticiper et installer déjà les dispositions pour que les gens puissent s'installer. Cela nous évite quoi? Cela nous évite de nous installer anarchiquement. Cela nous évite d'aller nous installer dans les bas-fonds. Parce que celui qui n'a pas beaucoup d'argent et qui veut s'installer, on lui propose une zone inhabitable à un coût très modique et il accepte, il s'installe et quelques années après, il commence par crier qu'il est inondé, que l'État ne fait rien pour lui. Non, l'État ne s'occupe pas des gens qui vont s'installer eux-mêmes dans les marécages pour dire après qu'il va les aider à s'en sortir. Non. C'est une très bonne chose. Mais les logements ont beau s'appeler logements sociaux, ils ne s'adressent pas à tous les Béninois. Tous les Béninois, compte tenu de leurs moyens, ne peuvent pas, n'est-ce pas, acquérir ces logements sociaux.
Je reviens donc sur ce que j'ai dit précédemment, que l'État aide les gens à s'installer sur des espaces déjà viabilisés et à construire leur habitat moderne, bien sûr, puisque c'est l'État qui va intervenir quant à l'architecture des zones, moderne, bien sûr, mais modeste également. C'est une bonne initiative qu'il faut encourager. Vous savez bien qu'avec les outils modernes de communication, il y a toute une infinité de choses que l'on peut faire. C'est nous qui manquons d'esprit d'initiative. Et ça, lorsque quelqu'un prend une initiative dans un domaine ou un autre, il faut le féliciter, il faut l'encourager et il faut pouvoir profiter de cette initiative-là pour faire bouger les lignes. Donc, s'il existe un Roumain qui est capable d'être la transmission, le tampon entre tous les acteurs de l'immobilier, eh bien, je crois que c'est une expérience qu'il faut, n'est-ce pas, exploiter et voir dans quelle mesure Ahome peut raccourcir la distance, les démarches à faire pour être propriétaire d'un bien immobilier. Merci beaucoup. Quelle conclusion je vais faire que de dire merci à l'État d'avoir mis en place un code foncier qui canalise, qui balise le terrain et évite les grands dérapages. Merci à l'État d'avoir mis en place l'Agence nationale du domaine et du foncier. Merci également à l'État d'avoir mis en place un tribunal spécial pour juger les affaires foncières le plus rapidement possible et permettre aux gens qui sont dans la situation de pouvoir savoir à quel sein se vouer si le domaine qu'ils disputent leur appartient ou autre, c'est-à-dire que la justice fasse bien son travail et que chacun soit bien fixé. Ça, nous allons reconnaître à l'État tout le travail qu'il est en train de faire dans ce sens. Toutefois, nous allons formuler cette doléance importante auprès de l'ANDF. Le délai pour délivrer les différents actes est excessivement long. Il y a des titres fonciers, on a dit 3 mois ou 4 pour délivrer un titre foncier. Il y a des titres fonciers qui attendent d'être délivrés depuis plusieurs années. L'agence n'arrive pas à le faire. Je comprends que l'agence ait des difficultés, ça c'est vrai, parce qu'ils sont partis de très loin. Je comprends que l'agence ait des difficultés, mais en tant qu'usager, moi je dis il faut que l'agence fasse tout pour remplir sa fonction, sa mission, de manière à donner satisfaction au peuple.